Floria Gay, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant vous l'avez sûrement déjà entendu, parce qu'elle vous a probablement déjà fait vivre un moment de pur frisson. Le 17 août 2014, au championnat d'Europe d'athlétisme à Zurich, se tient la finale du relais 4x400 mètres féminin. La France vise une médaille mais fait face à de redoutables adversaires, la Grande-Bretagne, l'Ukraine et la Russie. Trois nations redoutables, aux relayeuses plus rapides sur le papier que les françaises. Au moment où Floria Gay, la dernière relayeuse tricolore, reçoit le témoin, la France est 4ème. Une seconde de retard, près de 12 mètres à combler sur 400 mètres, autant dire que c'est mission impossible. Alors peut-être La Britannique est en train de craquer, Patrick. À vitesse réelle, c'est flou. Qui a gagné? Au ralenti, tout devient clair. Elle les a dépassées toutes les trois. Elle a franchi la ligne en cassant le buste, ce que l'Ukrainienne n'a pas fait. Et ça a fait la différence. Floria a bouclé son tour en 49 secondes et 71 centièmes, près de 2 secondes plus rapide que son record personnel. Grâce à ça et au travail de ses autres championnes, la France devient championne d'Europe. Des exploits comme celui-ci, il y en a eu d'autres dans le sport français. Alors, je vous propose de les redécouvrir ensemble. Les géants du judo. On doit vous avouer que les Jeux Olympiques de Paris nous manquent. Alors forcément, on ne pouvait pas passer à côté d'un des moments forts, le tournoi de judo par équipe mixte. La France a écrasé Israël, la Corée du Sud et l'Italie pour se hisser en finale. Mais là, c'est une autre histoire. Parce qu'en judo, affronter le Japon, c'est défier la nation qui a inventé ce sport, et là-bas, gagner, c'est une question d'honneur. D'autant plus que ce format mixte, la France l'a déjà remporté à Tokyo en 2021. Cette fois, la revanche se joue chez nous, devant des milliers de supporters tricolores. Alors la pression est immense. Sur le papier, l'équipe française est taillée pour le titre, mais en individuel, Paris 2024 a laissé un goût amer. Seul Teddy Riner a décroché l'or. Clarisse Agbenienou a subi une défaite avec un arbitrage discutable en demi-finale, alors qu'en face, 3 Japonais ont été sacrés champions olympiques. La finale démarre et le Japon prend rapidement l'avantage. Après 4 combats, les Bleus sont menés 3-1. Les Nippons ne sont plus qu'à une victoire de leur revanche, c'est là que Johan Benjamin Gaba entre en scène. Face à lui, Ifumi Abe, champion olympique des moins de 66 kg, invaincu depuis 5 ans. 51 victoires consécutives, le défi est colossal. Le combat s'étire et après près de 9 minutes et un golden score interminable, Gaba fait tomber son adversaire sur le dos. Premier coup de tonnerre pour le Japon, qui se voyait peut-être déjà vainqueur. Vient le tour de Clarisse. Si elle gagne, la France revient à égalité. Là encore, la tension est maximale avec un nouveau golden score à rallonge et surtout une nouvelle victoire 3-3. Alors pour départager les équipes, une roue numérique se charge de désigner la catégorie du combat final. Elle s'arrête sur les plus de 90 kg, tous les regards se tournent vers Teddy Riner. Il a peut-être déjà battu son adversaire plus tôt dans la journée. Mais cette fois, le duel est différent, les deux hommes se fixent et le public retient son souffle. Le combat part directement en golden score, c'est-à-dire que le moindre point marqué, même sans hippon, peut offrir l'or. Physiquement, Teddy semble entamé, mais mentalement, il a toutes les armes pour l'emporter, car le public chante « Allez Teddy, tes supporters sont là ». Et après plus de 6 minutes de combat supplémentaire, le moment que tout le monde attend arrive. Un Ouchigari parfaitement exécuté qui permet à Teddy de faire basculer son adversaire. Mais surtout à la France de conserver son titre olympique. C'était dur, c'était une journée difficile, hard, mais je crois que sans ça il n'y aurait pas la même saveur. Après cette rencontre pleine de suspense et de respect, on retient aussi les larmes des Japonais qui nous ont beaucoup touchés. Mais on est surtout heureux pour nos judokas français qui repartent avec une médaille d'or autour du cou. Le miracle de Twickenham. Aux portes de la finale de la Coupe du Monde 1999, le 15 de France affronte la Nouvelle-Zélande, la meilleure équipe du monde. Quelques mois plus tôt, personne n'aurait imaginé voir les Bleus à ce stade de la compétition, leur tournoi des 5 nations avait été catastrophique. 3 défaites en 4 matchs, une dernière place historique. Depuis l'instauration du tournoi moderne, jamais la France n'avait semblé aussi loin du sommet. Et même en phase de poule de cette Coupe du Monde, les Bleus n'ont pas vraiment rassuré avec des victoires sans éclat contre le Canada et la Namibie. Puis un succès face aux Fidji entaché par un arbitrage plus que discutable. En face, les All Blacks sont en pleine domination. Intouchables depuis le début de la Coupe du Monde, ils ont balayé toutes les équipes sur leur route. Et avec Jonah Lomu en fer
fer de lance, un colosse de 1m96 et 119 kg, capable de courir le 100 mètres en 11 secondes. La mission s'annonçait quasi impossible. Pourtant, le début du match ne suit pas le scénario prévu. La France ouvre le score sur une pénalité, puis inscrit le premier essai par Christophe Lamaison, qui transforme lui-même. 10-6 pour le 15 de France, un départ idéal qui va rapidement basculer à l'avantage des All Blacks. Jonah Lomu, l'arbitre laisse l'avantage. Jonah Lomu face à Tamak Lomu, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, il défonce tout. Oh là là, oh là là. Quelle action de Jonah Lomu. L'essai est transformé, puis une nouvelle pénalité permet à la Nouvelle-Zélande de mener 17-10 à la pause. Rien n'est perdu, les Français ont de très belles occasions, mais il manque de réussite dans le dernier geste. Et hélas, le début de seconde période semble marquer la fin. Jonah Lomu frappe une deuxième fois, la Nouvelle-Zélande prend le large, 24-10. À ce moment-là, tout le monde se dit que c'est fini, mais impossible n'est pas français. Les Bleus se mettent à jouer libérés, multipliant les passes après contact, accélérant le rythme toujours autour d'un Lamaison magistral. Il enchaîne 2 drops, 2 pénalités, en quelques minutes, la France recolle à 24-22. Et là, arrive la magie. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin au fond. C'est bien fait. C'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Et c'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Dans la foulée, sur une touche dans les 22 mètres adverses, les Bleus enfoncent la défense néo-zélandaise. Lamaison, voyant la ligne parfaitement en place, choisit de taper par-dessus et Richard Dourte surgit pour aplatir. 36-24 pour les Français qui ne s'arrêtent pas là. Vas-y Olivier, il a Bernard Salle avec lui. Il va peut-être marquer. C'est Philippe Bernard Salle. Essai. Twickenham est sous le choc. Les All Blacks, eux, sont KO. Leur dernier essai pour l'honneur ne changera rien, la France s'impose 43-31. Le 15 de France vient de renverser la meilleure équipe du monde dans ce qui restera comme l'une des plus grandes performances de l'histoire du rugby. En finale, les Bleus s'inclinent face à l'Australie, mais la tête haute. La remontada olympique. On est de retour aux Jeux de Paris, mais avec un autre sport, le volley. Comme les judokas, nos Bleus arrivent avec un objectif clair. Conserver leur titre olympique, conquis 3 ans plus tôt à Tokyo. Leur tournoi démarre solidement avec 2 victoires en 3 rencontres, de quoi valider leur ticket pour les quarts de finale. Mais le 5 août, à l'Arena Paris-Sud, l'histoire de ces jeux bascule. Face à l'Allemagne, la France part favorite. Elle vient de remporter la Ligue des Nations quelques semaines plus tôt, mais attention, dans cette même compétition, les Allemands avaient battu les Bleus. Dès le premier set, les Allemands imposent un rythme étouffant, la recette, des services agressifs, des attaques puissantes et un bloc infranchissable. Le tout avec des sauvetages spectaculaires. Les Bleus subissent et les carrés nets. L'Allemagne remporte le premier set 25-18, mais le deuxième est beaucoup plus serré. Déjà, à l'image du premier set, Barthélemy Chinaniezé brille. Il marque même un point où il manque de mettre KO un adversaire. Mais surtout, Erwin Ngapet et Jean Patry sonnent la révolte dans des échanges interminables. Pendant longtemps, la France fait course en tête et s'offre 2 balles de 7, mais l'Allemagne recolle. Les Allemands arrachent le set 28-26, un dénouement cruel. Surtout qu'avec 2 manches à 0, les Bleus sont à un seul set de quitter les jeux à domicile. Alors dans le troisième, ils gardent la tête haute. Les services deviennent plus précis, les attaques trouvent les zones libres et la défense se jette sur chaque ballon. En face, les erreurs se multiplient. 25-20 pour la France, l'espoir revient. Le 4ème set confirme la tendance, les Bleus dominent et l'Allemagne commence à reculer. 25-21, 2-7 partout. C'est désormais le tie-break, la première équipe ayant marqué 15 points avec 2 points d'écart minimum remporte le 5ème set et le match. L'Arena explose à chaque point français, mais les Allemands restent dangereux. 14-13 pour les Bleus, la première balle de match est ratée, il faut absolument convertir la deuxième sur ce service allemand. Deuxième balle. C'est bon. C'est bon. L'équipe de France est revenue de nulle part des enfers. Après une remontada exceptionnelle et une qualification arrachée au mental, les Bleus écrasent en demi-finale l'Italie 3-0. Ils s'offrent une finale face à la Pologne, numéro 1 mondial. La France commence fort, portée par un service redoutable et une efficacité chirurgicale à l'attaque. 25-19 dans le premier set, puis 25-20 dans le suivant, la Pologne vacille. Dans le troisième, les Polonais se battent pour prolonger le match, mais les Français concluent 25-23. La France conserve son titre olympique dans une démonstration totale, mais ce sacre n'aurait jamais existé sans ce quart de finale fou face à l'Allemagne.
Les 8 minutes de folie. Elles sont à 60 minutes d'un rêve, offrir à la France son tout premier titre mondial en handball féminin. Face à elle, la Hongrie, championne d'Europe 2000, vice-championne olympique et portée par deux stars absolues, Bojana Rudulovic et Anita Gorbic. Nous sommes le 14 décembre 2003 à Zagreb, dans un stade rempli de supporters hongrois qui ne se gênent pas de siffler l'hymne français. Mais les Bleus ne se laissent pas impressionner, le match démarre même parfaitement, 3-1 pour la France. Sauf que l'ambiance va très vite changer. En l'espace de quelques secondes, deux exclusions coup sur coup laissent les Françaises à 4 contre 6 pendant 2 minutes. Les Hongroises en profitent et enchaînent 7 points sans en concéder. À la pause, elles mènent 11-8. En seconde période, le scénario tourne au cauchemar, la gardienne hongroise devient infranchissable, et les deux stars hongroises enchaînent les buts. Le coup de massue arrive quand Isabelle Wedling, pilier de la défense, est exclue définitivement. À 8 minutes de la fin, la France est menée 25-18. 7 buts de retard, c'est énorme. À cet instant, le titre semble s'envoler. Et pourtant, les Bleus retrouvent une défense agressive, une envie furieuse et enchaînent 4 points en quelques minutes. À 30 secondes du buzzer, la France revient à 27-28. Il reste 13 secondes, la Hongrie a la balle de la victoire en main. 15 secondes. Farkas. Donné 15 secondes. Allez, fallait le chercher celui-là, fallait le chercher. C'est la balle de match, 6 secondes. Non, attention, Véronique Péturolant, elle va s'arracher. Il faut le marquer, Véronique. Oh, c'est un attentat. Oh, c'est un attentat sur Véronique Péturolant. La Hongroise prend rouge et le sort de la finale repose sur un jet de 7 mètres. Allez, on croise les doigts. Leïla, la France est derrière toi. Et oui, Leïla n'a pas tremblé. Leïla Lejeune permet à la France d'arracher l'égalisation et des prolongations inespérées. Alors, portés par cet élan, les Bleus dominent la suite. La gardienne Valérie Nicolas ferme la boutique, 6 arrêts en prolongation, dont un penalty décisif. Le score final est de 32-29, la France est championne du monde. Ce soir-là, elles ont comblé 7 buts de retard en 8 minutes, offrant l'un des plus grands comebacks du sport français. Les 3 balles de l'espoir. Le 1er décembre 1996 à Malmö, la France et la Suède s'affrontent pour le titre suprême en Coupe Davis. Après 3 jours de combat, les deux nations sont à égalité, 2 victoires de chaque côté. Tout se joue donc sur le 5e match décisif entre Arno Butch, 33e mondial, et Niklas Kulti, moins bien classé mais soutenu par son public. Le début de match est accroché, mais le Suédois prend l'avantage et mène 2-7-1. La France retient son souffle. À 4 jeux partout dans le 4e set, Butch est au bord du gouffre. Une balle de break à sauver qui équivaut quasiment à une balle de match. Mais il s'en sort, arrache le tie-break et le remporte 7-5. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, la Coupe Davis se joue au 5e set du 5e match. Et à 7 jeux à 6 pour le Suédois, Butch serre et se retrouve mené 0-40. 3 balles de match, 3 balles de titre pour la Suède. Sur le banc, Yannick Noah fixe son joueur. L'encourage du regard, Butch sauve ainsi la première, la deuxième et récidive sur la troisième. L'égalisation est un coup de massue pour Kulti. 2 jeux plus tard, à 8-8, Butch réussit le break, seulement son 2e du match et s'offre la possibilité de servir pour le titre. La tension est maximale, 2 balles de match s'échappent, mais la troisième est la bonne. Victoire 10 jeux à 8 au 5e set après plus de 4 heures de combat. La France explose. Et l'une des images qui restera, c'est celle de Yannick Noah, grand sourire, portant le vétéran suédois Stefan Edberg, avant de serrer Butch dans ses bras. Dans cette vidéo, on a sélectionné 6 comebacks légendaires, mais on en a plein d'autres en tête. Alors si vous en avez aussi, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire pour qu'on fasse une partie 2 de qualité. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et sur ce on vous dit à très bientôt.